Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette webconférence. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour cette webconférence dédiée à un sujet à la fois sensible, complexe, mais essentiel au sein de votre entreprise, la lutte contre le harcèlement. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et j'espère que cette session vous apportera des éclairages concrets et répondra à vos attentes. Pour me présenter rapidement, je suis Élodie Delisle, je suis directrice marketing et édito chez Jury Travail et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Elodie, bonjour Marine sur le chat. Alexandra est juriste spécialisée en droit du travail et chez nous, chez Jury Travail, depuis 9 ans, plus de 9 ans, pardon. Et effectivement, il y a Marine aussi qui est sur le chat. Bonjour Marine. Et qui est en charge des interactions au clavier. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, vos questions sont les bienvenues tout au long de cette présentation. Notre objectif est de vous fournir tous les éléments directement applicables concernant vos obligations en matière de lutte contre le harcèlement. Et je vous précise également que nous pouvons vous envoyer ce support et le replay de la webconférence. Pour cela, vous utilisez juste le petit bouton. Il y a un petit formulaire sur le bouton de la webconférence et puis du coup, vous pouvez recevoir l'ensemble des informations. Avant de commencer, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de Jury Travail. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans. C'est la plateforme de référence en droit du travail et en gestion des ressources humaines qui accompagne les employeurs, les RH et les managers dans toutes leurs démarches juridiques. Jury Travail, c'est plus de 50 juristes, tous diplômés, tous bac+5, dont fait partie Alexandra, qui accompagne chaque jour nos 3000 clients dans tous les domaines de droit, qu'il s'agisse du droit social, du droit fiscal, du droit des sociétés ou des droits des affaires. Nous proposons 2 formules d'abonnement qui sont à adapter selon vos besoins et quel que soit l'abonnement choisi, vous aurez accès à la base documentaire, y compris les dossiers et les affichages que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Un point important que je voulais vous partager, et c'est souvent soulevé par nos clients et nos prospects, dans nos abonnements, il y a un système d'alerte sur les conventions collectives qui vous permettent d'être toujours à jour puisque vous recevrez un mail à chaque fois qu'une convention collective sera modifiée. Donc n'hésitez pas à nous contacter, soit en utilisant le petit bouton «J'ai une question», soit en nous appelant directement. Vous avez le numéro qui s'affiche sur la présentation et puis, nous allons pouvoir commencer cette webconférence. Alexandra, tu es prête? Eh bien oui. Alors, une petite entrée en matière, déjà pour donner un peu de contexte. Le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, c'est pas un phénomène marginal dans les sociétés, dans les entreprises. Selon une entreprise menée par Cali Social et Ipsos, 35% des salariés déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement au travail. Et c'est un chiffre qui monte à 43% chez les moins de 35 ans. Pourtant, 73% des salariés disent avoir du mal à identifier clairement ce qu'est une situation de harcèlement et près de la moitié ne se sentent pas suffisamment informés sur leurs droits et les dispositifs existants. Face à ce constat, l'objectif de cette session est clair, vous fournir une compréhension précise, concrète et directement applicable de vos obligations en tant que RH, manager ou dirigeant d'entreprise. Pour cela, nous avons prévu 4 parties à cette webconférence. La première, c'est reconnaître et identifier le harcèlement. On reviendra donc sur le harcèlement moral et sur le harcèlement sexuel. Puis, la prévention du harcèlement en entreprise. En troisième position, la gestion des cas de harcèlement. Et enfin, la responsabilité de l'employeur. Donc, on démarre avec la première partie, savoir identifier l'effet de harcèlement moral ou sexuel dans son entreprise. Le harcèlement moral. Alexandra, est-ce que tu peux nous donner une définition du harcèlement moral, s'il te plaît? Alors la définition du harcèlement moral, du coup déjà c'est le code du travail qui nous la donne. C'est une définition qui est assez générale puisque le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié et qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, ou encore d'altérer sa santé physique ou mentale, ou bien de compromettre son avenir professionnel. Donc ces 3 éléments ne sont pas cumulatifs, donc ça veut dire qu'un seul est nécessaire pour caractériser une situation de harcèlement moral, mais dans les faits, ils peuvent aussi très bien se cumuler. Cette définition donc, du harcèlement moral, on l'a vu, elle est assez large, ce qui a permis aux juges au fil des années d'en préciser les contours. Et il y a d'ailleurs très régulièrement des décisions en la matière de la part de la Cour de cassation.
D'ailleurs, la dernière en date, c'est un arrêt du 11 mars 2025 qui est venu du coup préciser encore un peu plus la définition du harcèlement moral. Et donc dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que la dégradation des conditions de travail ou de la santé du salarié n'est pas une condition à la qualification de harcèlement moral. Par contre, bien que cette dégradation ne soit pas requise au stade de la qualification du harcèlement, il faut bien garder à l'esprit qu'elle reste quand même un facteur d'appréciation du préjudice subi par le salarié et donc du montant des dommages et intérêts qui seront accordés aux salariés par le juge si contentieux il y a. D'accord. Merci pour cette définition très claire. Pour que le harcèlement moral soit constitué, est-ce qu'il faut un acte unique ou un acte répété? Alors, là encore, la définition que donne le code du travail précise bien que pour que le harcèlement moral puisse être caractérisé, il faut bien une répétition d'agissement. Donc un acte isolé ne suffit pas, même si, c'est un acte qui est de nature grave, peu importe la gravité, il faut bien une répétition d'agissement. En revanche, seule la répétition est exigée, donc peu importe que les différents actes interviennent à des intervalles rapprochés ou au contraire qu'ils soient espacés dans le temps. Et par ailleurs, je tiens aussi à vous préciser qu'il peut s'agir de faits qui sont similaires, mais aussi de comportements qui sont différents. D'accord. Ceux qui ont l'habitude d'être avec nous, vous savez qu'on a l'habitude de faire des petits sondages, pour animer la webconférence. Donc on va lancer un premier vrai faux. Vous allez voir une question qui va s'afficher et vous aurez plus qu'à cliquer sur oui ou non. Vous allez voir, c'est très simple. Donc la première question, c'est: le harcèlement moral nécessite-t-il une intention de nuire à l'auteur? Vous avez la possibilité de répondre par oui ou par non. Une intention de nuire de l'auteur, si je Pardon, peux me de nuire permettre. de l'auteur, tu as raison, sinon c'est pas du tout la même chose. De nuire de l'auteur, donc je vais fermer les votes dans quelques secondes. Pour le moment, c'est le non qui l'emporte. Hop, allez, c'est parti. Vous êtes, à peu près la moitié à avoir répondu. Je vous rappelle, hein, vous pouvez répondre directement dans le sondage, pas la peine d'utiliser le chat. Et hop, je vais fermer le vote, l'afficher. Normalement, vous le voyez, 74 disent non. Alors ouais, effectivement, la définition qui est retenue par le code du travail n'exige pas d'éléments intentionnels. Il peut en effet y avoir un harcèlement moral sans intention de nuire de la part de l'auteur. Donc, ce qui veut dire qu'un salarié ou un supérieur hiérarchique, par exemple, peut tout à fait être dans la position du harceleur sans pour autant en avoir ni conscience ni l'intention. Donc, les effets néfastes du harcèlement moral sur la victime peuvent exister indépendamment d'une intention de nuire de l'auteur. D'accord. Et justement, qui peut être l'auteur de harcèlement moral? Alors, beaucoup de personnes, en effet, le harcèlement moral, donc ça peut être le fait évidemment, d'un employeur ou de son représentant, donc que ce soit par exemple sur un, salarié ou un collaborateur, quelconque. Ça peut être aussi le fait d'une personne qui a une fonction d'autorité dans l'entreprise, mais pas forcément l'employeur. Donc là, on va plutôt penser à un client, un conjoint, le conjoint de l'employeur, un fournisseur ou même un prestataire de service. Ça peut être aussi le fait d'un collègue de travail, donc peu importe qu'il soit là encore le supérieur hiérarchique ou non de la victime. Et ça peut être aussi le fait d'un salarié envers son supérieur hiérarchique. C'est un peu plus rare, mais ça arrive aussi. Il y a des cas dans ce sens. Mmh. Et si on veut être encore plus précis, quels sont les faits qui peuvent être considérés comme du harcèlement moral? Alors, il y a beaucoup de faits, mais pour vous en lister quelques-uns, les plus courants, on va par exemple, retrouver, des faits de harcèlement moral lorsqu'il y a des humiliations ou des critiques. Donc ça va prendre la forme de dénigrement, de brimades ou de mesures vexatoires. On va aussi retrouver ce harcèlement, lorsque, par exemple, il y a des conditions de travail dégradantes qui sont mises en place. Donc là, ça peut faire référence, par exemple, à des tâches, dévalorisantes ou au contraire qui dépassent les capacités du salarié et qui du coup vont générer une forme de pression, de stress pour le salarié et même dans les cas les plus graves qui peuvent conduire le salarié à un burn-out. On va aussi retrouver évidemment l'isolement et la mise au placard
la mise à l'écart qui va du coup pouvoir se traduire par une mise au placard du salarié ou même par la privation d'outils de travail. Et puis, ce harcèlement moral va aussi pouvoir se traduire par tout simplement une rétrogradation du salarié ou des sanctions qui sont prises et qui sont injustifiées. Mmh. J'imagine que cette liste n'est pas exhaustive et que c'est Non. les faits les plus courants, qu'on peut rencontrer. C'est ça, oui, exactement. Quelque chose enfin, un sujet qui nous semblait aussi intéressant de partager avec vous, c'était le harcèlement managérial. De plus en plus, on en entend parler. Est-ce que tu peux nous en parler toi aussi, Alexandra? Oui. Alors en fait, faut savoir que dans le cadre de son pouvoir de direction, un employeur peut être amené, alors quand je parle d'un employeur, ça peut être un manager, un RH, il peut être amené à utiliser des méthodes de management, de gestion et d'organisation du travail, dont certaines de ces méthodes peuvent être autoritaires et du coup constituer une forme de harcèlement moral. Et c'est ça qu'on appelle justement le harcèlement managérial. Donc, faut savoir que le harcèlement managérial, il se distingue du harcèlement moral classique, si on peut dire, puisqu'en fait, il va présenter un caractère qui est plus systémique et qui, du coup, découle des modes de gestion et d'organisation du travail mis en place plutôt que de comportements interpersonnels. Donc concrètement, le harcèlement managérial se définit comme des méthodes de gestion et d'organisation du travail qui, par leur caractère abusif et répété, vont avoir pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail d'un ou plusieurs salariés. Donc ce harcèlement managérial, du coup, il repose sur deux grands principes qui ont été dégagés d'ailleurs par la Cour de cassation. D'une part, il doit s'adresser à un ou plusieurs salariés déterminés. Et d'autre part, il doit aussi s'inscrire dans le cadre de la définition légale qui est donnée du harcèlement moral qui est donnée par le Code du travail, pour précision à l'article L 1152-1, et du coup qui exige qu'il y ait des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, ou d'altérer la santé physique ou mentale, ou encore de compromettre l'avenir professionnel. Oui, c'est pas forcément le fait d'avoir des remarques négatives, c'est vraiment le fait que ça se répète sur une seule personne, finalement? C'est ça, c'est pas forcément des remarques négatives, c'est vraiment dans la manière de manager, la manière d'organiser, le travail qui fait que, ça peut présenter une forme de harcèlement moral. Mmh. Alors une deuxième forme de harcèlement moral, le harcèlement moral institutionnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors oui, donc en fait, le harcèlement moral institutionnel, c'est encore différent du harcèlement, moral, du harcèlement managérial, Ouais. pardon. Dans le cadre du harcèlement moral institutionnel, là, on est dans le cas où, des dirigeants, d'entreprise vont déployer en connaissance de cause une politique d'entreprise qui va conduire à une dégradation des conditions de travail, de tout ou partie des salariés. Donc là, on n'est pas dans la méthode de management, on est vraiment dans une politique générale d'entreprise. Et donc, dans le cadre du harcèlement moral institutionnel, c'est bien l'ensemble des décisions qui sont prises par les dirigeants d'une société visant à établir ce qui concerne les modes de gouvernance et d'action qui est visé. Pour que le harcèlement moral institutionnel soit reconnu, il n'est pas nécessaire que les agissements répétés s'exercent à l'égard d'une victime en particulier, ni qu'ils s'exercent dans une relation interpersonnelle entre l'auteur et la victime. Donc le fait que l'auteur et la victime appartiennent à la même communauté de travail va suffire à caractériser un harcèlement moral institutionnel. D'ailleurs, cette notion de harcèlement moral institutionnel, elle est assez récente et elle a été consacrée justement dans une décision de la Cour de cassation, dans un arrêt qui a été rendu le 21 janvier 2025. Donc cette décision, vous la connaissez sans doute tous, elle vient encore clore le procès France Télécom, qui a duré pendant de nombreuses années et vous en avez certainement entendu parler, mais je fais un petit retour rapide là-dessus. Il faut savoir qu'en 2004, donc France Télécom a changé de statut pour devenir une entreprise privée. Et du coup, dans ce contexte, elle avait décidé de se séparer d'environ d'un quart de ses salariés sur une période de 3 ans, ce qui représentait environ 30 000 personnes.
Il y a eu différents plans qui ont été mis en place pour pousser au départ les personnes ciblées par ces plans. Et ces plans-là ont instauré un climat délétère et une dégradation des conditions de travail dans l'entreprise. Et ces méthodes ont eu de graves conséquences sur la santé physique et mentale des salariés, jusqu'à pousser certains de ces salariés-là jusqu'au suicide. Donc, dans l'affaire France Télécom, la Cour de cassation a condamné les dirigeants et elle a estimé que leur responsabilité pénale pouvait être engagée pour avoir, en connaissance de cause, défini et mis en place une politique générale d'entreprise qui était de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail des salariés. Mmh. Et ouais, grosse affaire sur France Télécom. Merci beaucoup Alexandra. La première partie donc sur le harcèlement moral, vient de se terminer, mais on va passer au harcèlement sexuel et pareil, est-ce que tu as une définition du harcèlement sexuel, s'il te plaît? Alors là encore, la définition du harcèlement sexuel, elle est posée par le Code du travail. Donc, il faut savoir que dans le cadre du travail, il y a plusieurs agissements qui peuvent être considérés comme des faits de harcèlement. Alors, tout d'abord, le harcèlement sexuel, il peut se manifester par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Le harcèlement sexuel peut aussi, ça c'est la deuxième situation, être retenu lorsqu'un même salarié subit des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de plusieurs personnes qui se sont concertées ou à l'instigation de l'une d'elles sans que chacune d'elles n'agisse de façon répétée. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont commettre des actes ou comportements à connotation sexuelle envers un salarié ou qui sont entraînés par l'une d'elles et chacune d'elles ne va pas forcément agir de façon répétée, mais elles vont toutes agir ensemble, chacune un acte, un propos, un comportement. Et ensuite, la troisième situation, le harcèlement sexuel peut aussi être retenu lorsqu'un salarié subit successivement des propos ou des comportements de ce type qui viennent là de plusieurs personnes qui, même si elles ne se sont pas concertées, savent tout de même que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Oui. Donc là, on va être dans le cas où un salarié subit à maintes reprises des propos ou comportements à connotation et ces comportements-là viennent de plusieurs personnes qui ne se sont pas concertées, donc elles ne se sont pas mis d'accord pour agir ensemble contre le salarié présumé victime, mais par contre, elles savent les unes les autres que il y a plusieurs comportements qui permettent de caractériser une répétition. Ce ne sont pas des comportements isolés. Elles savent que d'autres personnes agissent aussi dans le but d'harceler la victime. Ouais. Donc, dans ces trois cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, ils doivent soit porter atteinte à la dignité du travailleur en raison de leur caractère humiliant ou dégradant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et par ailleurs, faut savoir aussi que toute forme de pression grave, même non répétée cette fois-ci, donc là il n'y a pas forcément besoin de répétition, mais toute pression grave qui est exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle au profit de l'auteur des faits ou d'une autre personne peut être assimilée au harcèlement sexuel. Donc là, dans cette dernière hypothèse, le harcèlement sexuel est caractérisé même si l'auteur n'avait pas vraiment l'intention d'obtenir un acte sexuel de la part de la victime. Et enfin, dernier point, je me permettrai d'ajouter que pour que le harcèlement sexuel soit caractérisé, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une intention de nuire de l'auteur. Par contre, il faut bien qu'il y ait évidemment une absence de consentement de la victime pour que le harcèlement sexuel soit caractérisé. Mmh. Merci beaucoup Alexandra, c'est très clair. Alors, un petit vrai-faux comme tout à l'heure, je vais ouvrir le vote. Donc vous allez avoir une information qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez répondre directement sur l'écran. Un fait unique peut-il suffire à caractériser un harcèlement sexuel? Tu as un peu donné la réponse, donc c'est pour voir si vous avez bien écouté.
Je laisse encore quelques secondes pour que tout le monde puisse répondre. Je pense que vous avez bien écouté. Je ferme les votes. 76% disent vrai. Alexandra? Et oui, c'est vrai. Effectivement, oui, depuis une loi du 6 août 2012, l'article du Code du travail, donc qui est pour le harcèlement moral, l'article L 1153-1, précise en effet que le harcèlement sexuel peut être constitué par toute forme de pression grave, même non répétée. Donc un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel, contrairement au harcèlement moral qui lui nécessite une répétition des agissements. Oui, très clair. Merci beaucoup. Le harcèlement sexuel d'ambiance, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, donc en fait, le harcèlement sexuel d'ambiance, donc là, on va être dans une situation où, sans être directement visé, un salarié peut subir des provocations, des blagues obscènes ou vulgaires qui vont devenir pour lui insupportables. En gros, c'est ça qu'on appelle le harcèlement sexuel d'ambiance, ou même parfois on parle de harcèlement sexuel environnemental. Donc généralement, le harcèlement sexuel d'ambiance, il ne vise pas une personne en particulier. Il émane d'un groupe d'individus au sein d'une communauté de travail. Donc, pour illustrer un petit peu plus concrètement ce qu'est le harcèlement sexuel d'ambiance, il y a une décision de la Cour d'appel de Paris qui a été rendue le 26 novembre 2024. Et donc, la Cour d'appel a jugé que l'existence de propos sexistes et d'agissements à caractère sexiste et sexuel pouvait caractériser un harcèlement sexuel d'ambiance. Donc là, dans ce cas-là, on était en présence d'une salariée qui subissait des échanges de mails à teneur sexuelle entre collègues de travail. Donc ces mails-là comportaient des photographies de femmes pour partie dénudées ou qui étaient aussi dans des positions suggestives. Et bien que ces messages ne visant pas directement la salariée en question, ces messages-là étaient visibles par celle-ci depuis son poste de travail, du fait notamment de la proximité matérielle des bureaux, qui étaient situés en fait dans un open space. Et du coup, la salariée avait une vue constante sur les mails et les affichages qui étaient affichés du coup sur les postes de travail de ses collègues. Et donc, cette situation a eu pour conséquence une dégradation des conditions de travail de la salariée et une altération de son état de santé, puisque en fait la Cour d'appel a estimé que c'était une atteinte portée à sa dignité de femme. Donc je rappelle que les mails qui étaient échangés, les autres collègues étaient masculins. Donc voilà, sa dignité de femme, la Cour d'appel a considéré qu'il y avait une atteinte. Et donc dans cette affaire, le harcèlement sexuel d'ambiance a été retenu, puisqu'en fait à aucun moment l'entreprise n'a fait usage de son pouvoir de contrôle des messages, alors qu'il y avait pourtant une charte en vigueur dans l'entreprise qui régulait justement l'utilisation des outils informatiques et de communication. Et donc, en fait, l'entreprise, à aucun moment, n'a permis à la salariée de s'abstraire de cet environnement et d'ignorer les images à caractère sexuel et les propos sexistes qui étaient échangés entre ses collègues. Ok. Eh bien, sacrée histoire. Si on rentre un peu dans le détail, est-ce que tu peux nous donner les faits, des exemples en fait, de ce qui peut être considéré qualifié en fait comme harcèlement sexuel? Alors oui, là, à ce niveau-là, donc il y a énormément de jurisprudence de la Cour de cassation. Alors j'en ai retenu juste quelques-uns parce que voilà. Donc par exemple, la Cour de cassation a retenu un harcèlement sexuel, donc dans une situation où on avait une salariée donc qui faisait l'objet de pression de la part d'un responsable. Ce responsable en question donc l'a suivi à plusieurs reprises sur le parking des salariés au moment de quitter l'entreprise, dans le supermarché dans lequel la salariée avait l'habitude de faire ses courses près de son domicile, et même jusqu'à son domicile où il est resté planté plusieurs heures à plusieurs reprises à l'observer. Du coup, et il n'avait pas hésité aussi donc à faire part
à cette salariée de ses fantasmes. Et évidemment, la salariée a exprimé son mécontentement et en retour, ce responsable n'a pas hésité à la discréditer devant le reste de l'entreprise en tenant des propos relativement dévalorisants à son égard. Donc là, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait un harcèlement sexuel. On a eu aussi un autre cas où un collègue a envoyé plusieurs messages à une collègue, du coup. Donc, ces messages avaient un caractère pornographique. Ils étaient particulièrement obscènes, dégradants et pervers. Et du coup, ça a eu un impact assez violent sur la salariée puisqu'elle a été quand même placée 3 semaines en arrêt de travail et a bénéficié aussi d'une prise en charge psychologique avec une modification de son poste de travail et de son lieu de travail. Donc là encore, la Cour de cassation a retenu un harcèlement sexuel. Et un dernier exemple, c'est un salarié qui a fait à maintes reprises des avances à une collègue et ces avances ont été accompagnées aussi d'un baiser forcé dans les locaux de l'entreprise. Donc là encore, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait un harcèlement sexuel. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que le harcèlement sexuel peut être caractérisé même si les propos ou comportements sont tenus en dehors du temps de travail et en dehors du lieu de travail. C'est possible aussi. D'accord. Intéressant. La même question que tout à l'heure sur le harcèlement moral, quelles sont les personnes qui peuvent être identifiées comme auteurs de harcèlement sexuel cette fois? Alors donc là, c'est comme tout à l'heure pour le harcèlement moral, les mêmes collaborateurs peuvent être retenus comme auteurs d'harcèlement sexuel. Le code du travail n'impose pas qu'il y ait un lien de subordination entre la victime et l'auteur du harcèlement. Donc elle va condamner aussi bien le harcèlement sexuel vertical, donc un salarié vers son subordonné ou inversement, mais aussi le harcèlement sexuel horizontal, donc là qui est dépourvu de tout rapport hiérarchique, donc entre collègues, voilà. Les auteurs du harcèlement sexuel, donc oui, voilà, c'est les mêmes. Oui, bah, oui, Et une autre précision, plusieurs individus peuvent également être connus auteurs d'un harcèlement sexuel envers une seule victime. Ça, c'est ce qu'on va appeler le harcèlement sexuel de groupe. d'accord. Donc voilà, là, c'est plusieurs personnes envers une seule victime. Merci beaucoup Alexandra pour cette partie sur les définitions, ça nous permet de planter le décor. Avant de passer à la deuxième partie, je voulais vous parler de notre dossier justement, lutte contre le harcèlement. C'est un dossier qui est, vendu sur le site, que vous pouvez accéder, avec l'abonnement sur lequel vous pouvez accéder avec l'abonnement. Il est intéressant parce qu'en fait, il vous explique, tout ce que vient d'expliquer Alexandra, mais aussi la responsabilité du chef d'entreprise, hein, qu'on va aborder en dernier point, la charge de la preuve et tout ce qui concerne les nouveautés sur la charge de la preuve. Il y a aussi des modèles qui vous font gagner un temps fou. Donc Marine va vous mettre le lien, dans le chat si vous voulez l'acheter et puis voilà, si vous êtes déjà abonné, je sais qu'on a des clients qui sont déjà là, vous pouvez aller le consulter. Il y a 2 affichages, hein, dont on va parler tout à l'heure. Les affichages, c'est quelque chose aussi d'important pour votre entreprise. On en parlera juste après. Sur la deuxième partie, donc sur la prévention du harcèlement en entreprise, c'est aussi c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, savoir quels sont les impacts pour l'entreprise en présence d'un cas de harcèlement moral ou sexuel avéré. Alors, oui, en effet, il y a plusieurs impacts. Donc, je ne vais pas tous vous les lister. Enfin, de toute façon, il peut y en avoir beaucoup, mais on en relève quand même certains qui reviennent régulièrement. Donc, ça peut avoir une perte de productivité pour votre entreprise, puisqu'en présence d'un cas de harcèlement dans l'entreprise, les salariés évoluent dans des conditions de travail qui sont dégradées et dues au stress et à la pression, voire à la peur. Donc, tout ça va avoir un impact sur la productivité de vos salariés. Et du coup, ça peut aussi impacter indirectement votre entreprise au niveau financier. Vous pouvez aussi être confronté à une multiplication des arrêts de travail, puisqu'il faut savoir que les salariés qui sont victimes de harcèlement sont davantage sujets aux arrêts de travail. Et un arrêt de travail coûte cher à une entreprise. Vous allez pouvoir être contraint de verser, par exemple, des indemnités complémentaires, donc qui viennent en complément des indemnités journalières qui sont versées par la sécurité sociale, et ce, alors même que votre salarié, du coup, en arrêt, ne réalise aucune prestation de travail.
Peut-être qu'il va vous falloir remplacer ce salarié, donc recruter un salarié en CDD ou en intérim. Là encore, le remplacement d'un salarié absent, ça coûte de l'argent. Il y a des charges et des cotisations qui sont liées au salaire du salarié embauché, des indemnités qui seront versées à la fin du contrat. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Un autre impact négatif, ça peut être aussi la hausse du nombre de ruptures de contrats de travail dans votre entreprise, puisque quand vous avez des cas de harcèlement qui sont avérés au sein de l'entreprise, ça peut conduire au départ de plusieurs salariés et engendrer du coup un turnover important, ce qui va nuire aussi à l'image de votre entreprise. Et parfois même, si on veut aller plus loin, vous poser des difficultés de recrutement pour la suite. Et enfin, il y a aussi un risque qui est évident et qui n'est pas le moindre, c'est un risque de contentieux, puisqu'un employeur qui ne réagit pas face à une situation de harcèlement sur le lieu de travail et qui n'a pas mis en place une politique de prévention en amont, il s'expose à un contentieux coûteux devant le Conseil de prud'homme et peut également voir sa responsabilité engagée. Donc du coup, voilà, le harcèlement, c'est pas qu'une affaire entre le harceleur et le harcelé. C'est vraiment important de prévenir en amont toute situation de harcèlement. Oui, oui, au-delà des personnes, que ce soit le harceleur ou le harcelé, toute l'entreprise est impactée en fait. Oui, exactement. Comment l'employeur, comment vous, en tant que RH, vous pouvez prévenir le harcèlement moral ou sexuel dans votre entreprise? Donc, il y a plusieurs leviers, donc on va les voir. Juste, je voudrais rappeler avant toute chose donc, que l'employeur, il a une obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité des travailleurs. Donc, ça va impliquer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement en entreprise. Et ça passe notamment par la mise en place d'actions de prévention, de formation et d'information. Donc, le premier levier qui peut vous aider à prévenir le harcèlement en entreprise, ça va être déjà d'informer et de sensibiliser les salariés sur le harcèlement. Plus vos salariés sont informés sur ce type de comportement, plus ils sont à même de détecter et de révéler des agissements qui peuvent s'apparenter à du harcèlement. Être bien formés va leur permettre aussi d'adapter eux-mêmes leur comportement en entreprise, puisqu'ils vont prendre conscience de ce qui est acceptable ou ne l'est pas. Et donc, cette sensibilisation, elle passe évidemment par des formations ou des ateliers de sensibilisation au harcèlement. Donc, ces ateliers, ces formations peuvent être dispensés par les représentants du personnel en place dans votre entreprise, si vous en avez évidemment, ou également par des prestataires externes. Sachez aussi que le Code du travail vous impose de porter à la connaissance de tous les salariés les textes qui définissent et punissent le harcèlement moral et le harcèlement sexuel en entreprise. Donc, pour rappel, ces articles, ce sont les articles L 1152-1 à L 1152-6 du Code du travail et 222-33-2 du Code pénal pour ce qui concerne le harcèlement moral. Et pour le harcèlement sexuel, ce sont les articles L 1153-1 à 1153-6 du Code du travail et 222-33 du Code pénal. Si jamais vous ne les avez pas tous retenus, on pourra vous les remettre ouais, je vais les remettre dans le chat. Un peu fastidieux. Justement, le vrai-faux suivant, merci beaucoup Alexandra, je les copie-colle. Le vrai-faux suivant, ça concerne l'obligation d'affichage dans l'entreprise de ces textes. Voilà, je lance le sondage. Alors, la communication, voilà, c'est celui-ci. La communication des textes relatifs au harcèlement moral et sexuel doit se faire par affichage dans l'entreprise, oui ou non? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, je vais fermer les votes. Gros succès pour le oui. Et pourtant,
Et pourtant, c'est faux. Effectivement, donc la communication des textes relatifs au harcèlement se fait désormais par tout moyen. Donc, ça peut être évidemment par affichage dans les locaux de l'entreprise, mais ça peut être également via un autre support de diffusion, donc tel que l'intranet, si vous en avez un, ou une note d'information. Mais voilà, faut pas oublier quand même que l'affichage reste le moyen d'information le plus efficace, puisque ça va vous permettre de diffuser ces informations d'une manière générale dans les locaux de l'entreprise. Donc voilà, ça reste très efficace. Et vous devez également mentionner ces textes-là donc dans votre règlement intérieur, si vous en avez un, avec les sanctions qui s'appliquent à de tels agissements. Et j'ajoute également qu'en matière de harcèlement sexuel, vous devez aussi porter à la connaissance des salariés, là encore par tout moyen, les possibilités d'actions contentieuses qui s'offrent à eux et les adresses et numéros de téléphone du défenseur des droits, du référent harcèlement sexuel au CSE et du référent harcèlement sexuel en entreprise. On y reviendra un petit peu plus tard. Oui. D'ailleurs, sur le site de Jury Travail, hein, vous allez pouvoir retrouver ces affichages. Marine va vous mettre le lien. Vous pouvez les acheter, vous les recevrez en 48 heures dans votre entreprise. Et puis, voilà, votre obligation, dans tous les cas, grâce à cet affichage-là, sera OK. Et ben, je te laisse continuer, du coup, Alexandra. Ça marche. Donc ensuite, donc le deuxième levier que vous pouvez mettre en place pour prévenir le harcèlement, donc ça va être de mettre en place et faire connaître les dispositifs d'écoute et de recueil du signalement. Alors je m'explique. Le défenseur des droits a émis de nombreuses recommandations pour les employeurs pour les aider à prévenir le harcèlement sexuel en entreprise. Mais ces recommandations-là, elles peuvent aussi bien être appliquées au harcèlement moral. Donc, toutes ces recommandations, je ne vais pas y revenir dans le détail, mais elles sont visibles dans une décision cadre du défenseur des droits qui a été publiée le 6 février 2025. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site internet du défenseur des droits. Mais en gros, cette décision cadre, donc, elle recommande notamment aux entreprises de mettre en place des dispositifs d'écoute et de signalement pour que les salariés puissent faire remonter les situations de harcèlement dont ils peuvent être victimes ou témoins. Et donc, elle préconise d'assurer l'accessibilité de ces dispositifs par différents canaux. Donc, ça va être par téléphone, par mail, par chat en ligne, éventuellement aussi par des permanences qui sont tenues au sein de l'entreprise. Mmh. Ensuite, le troisième levier dont vous disposez, donc évidemment, ça va être la formation de votre personnel encadrant et de vos managers. C'est important de sensibiliser au harcèlement vos encadrants, puisqu'en fait, ça va leur permettre d'intégrer les risques liés au harcèlement dans leur technique de management. Et il ne faut pas oublier que les encadrants jouent un rôle prépondérant en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement. Donc voilà. Il existe là encore de nombreux organismes privés qui proposent des formations pour sensibiliser vos managers au harcèlement. Le quatrième levier, ça va être évidemment de collaborer avec les représentants du personnel. Donc là encore, évidemment, c'est si vous avez des représentants en place dans votre entreprise. Si c'est le cas, faut savoir que donc les membres du CSE contribuent à protéger la santé et la sécurité des salariés, mais également à promouvoir l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise, ce qui implique nécessairement qu'ils ont un rôle actif en matière de lutte contre le harcèlement. Ils disposent de plusieurs pouvoirs qui leur permettent d'agir. Et d'ailleurs, petite précision, donc pour exercer leur mission et leurs actions au titre de la prévention du harcèlement, les membres du CSE doivent bénéficier de 5 jours minimum de formation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Et donc, généralement, la problématique du harcèlement est abordée au cours de cette formation. Et je vous le rappelle, cette formation doit être financée par l'employeur. Okay. Le cinquième levier donc, qui existe, donc là, va être réservé au harcèlement sexuel, c'est de collaborer avec le référent harcèlement sexuel au CSE. Donc là, c'est vraiment dédié au harcèlement sexuel. Donc, il faut savoir que si vous avez un CSE, uniquement si vous en avez un, les membres de ce CSE qui le composent doivent désigner parmi eux un référent harcèlement sexuel au CSE
qu'on nomme aussi de son nom entier le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Donc, il n'y a aucune disposition dans le Code du travail qui définit les missions de ce référent. Ça va être en fait aux élus de définir le périmètre d'action de ce référent. Mais en gros, retenez d'une manière générale que son rôle, ça va être de traiter et de gérer les signalements de harcèlement sexuel et agissements sexistes, et plus particulièrement d'avoir un rôle de prévention envers les salariés, un rôle d'écoute et de soutien auprès des victimes ou des témoins, mais également d'avoir un rôle de médiateur puisqu'il peut aider à la résolution amiable des conflits et faciliter aussi les discussions entre les parties concernées. Et ce référent va aussi assurer la coordination avec que ce soit la direction, les syndicats, mais aussi toutes les autres parties prenantes en cas de harcèlement. Donc, ça peut être aussi l'inspection du travail, la médecine du travail. Donc, voilà. Donc, quand vous avez un référent harcèlement au CSE, ces missions, elles doivent s'articuler avec les missions du référent harcèlement sexuel en entreprise. Donc ça, c'est votre 6e levier. Alors là, vous ne serez pas tous concernés. Donc, il faut savoir que ce référent harcèlement sexuel en entreprise, c'est vous, employeur, qui devez le nommer dès lors que l'effectif de votre entreprise compte au moins 250 salariés. Si vous avez moins de 250 salariés, vous n'êtes pas concerné par la désignation de ce référent harcèlement en entreprise. Et donc, il faut bien comprendre que ce référent harcèlement sexuel en entreprise, il est différent du référent harcèlement sexuel au CSE. Donc, pour occuper ce poste de référent harcèlement en entreprise, vous pouvez nommer tout salarié de l'entreprise, mais pour des raisons de légitimité et de visibilité, le ministère du Travail recommande tout de même que le salarié désigné référent soit intégré au service des ressources humaines de l'entreprise. Donc là, vous disposez d'une marge de manœuvre pour déterminer son rôle dans l'entreprise et le détail de ses missions. Mais concrètement, ces missions vont porter sur la réalisation d'actions de sensibilisation et de formation auprès du personnel. Il va aussi pouvoir orienter les salariés vers les autorités compétentes pour l'accompagner dans ses démarches, donc que ce soit l'inspection du travail, la médecine du travail, le défenseur des droits. Ce référent va aussi agir au niveau de la mise en œuvre des procédures internes qui, du coup, vont viser à favoriser le signalement et le traitement des situations de harcèlement sexuel. Et il va pouvoir aussi intervenir et mettre en place une enquête interne suite au signalement des faits de harcèlement. Donc voilà. Mais lorsque dans l'entreprise, il y a un référent harcèlement en entreprise, ces missions doivent s'articuler avec celles du référent harcèlement au CSE. Et par exemple, si vous avez une enquête qui est mise en place, et bien dans ce cas-là, l'enquête va devoir être menée conjointement entre le référent en entreprise et le référent au CSE. Ensuite, votre 7e levier, donc pour prévenir le harcèlement en entreprise, donc évidemment, ça va être l'évaluation des risques professionnels. Les risques de harcèlement moral et sexuel, d'agissement sexiste, sont des risques professionnels comme les autres qui doivent faire l'objet d'une évaluation au sein de l'entreprise et, si nécessaire, être inscrits dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. D'ailleurs, Élodie peut peut-être vous en parler, mais on a ce modèle-là de DER sur notre site aussi. Oui, et puis vous pouvez aussi retrouver une webconférence qu'on avait fait avec Kevin Lemoniac sur le DER, justement, il y a quelques mois. Vous y trouverez aussi beaucoup d'infos. Les webconférences, vous pouvez les retrouver sur le site de Jury Travail, sur YouTube, mais également sur Webikeo, donc n'hésitez pas. Merci Élodie. Merci. Et du coup, un dernier levier aussi, c'est la rédaction d'une charte relative au harcèlement et à la violence au travail. Donc cette charte, elle n'est pas obligatoire. Elle a plutôt une vocation pédagogique, mais en fait, cette charte va vous donner la possibilité, d'une part déjà, de décliner votre position vis-à-vis du harcèlement et des violences au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important, on va dire, vis-à-vis du monde extérieur à l'entreprise, puisque du coup, voilà, ça permet de
de montrer votre engagement et vos actions mises en place contre le harcèlement. Donc, c'est important pour l'image de votre entreprise. Et cette charte va aussi vous permettre de vous doter d'un cadre concret pour vous aider à identifier, prévenir et gérer les problèmes de harcèlement et de violence au travail. Donc voilà, c'est utile. Et sachez que si vous faites le choix de rédiger justement une charte de référence dans votre entreprise, vous devez annexer cette charte au règlement intérieur de l'entreprise, là encore si vous en avez un. Très clair. Merci beaucoup, Alexandra. Ça met fin à notre deuxième partie. On va pouvoir passer à la troisième. Comment on fait quand on a un cas de harcèlement dans l'entreprise? Première étape, quelles sont donc les étapes à suivre? Alors, la première étape, ça va être donc de recueillir et traiter le signalement. Donc, en matière de harcèlement, qu'il soit sexuel ou moral, vous devez réagir vite. Dès le premier signalement de la victime présumée ou d'un témoin, et ce, quelle que soit la forme et le canal par lequel vous avez eu connaissance de ces faits. Donc, il va être important, d'une part, de recueillir auprès de l'auteur du signalement tous les éléments qui vont vous permettre de réaliser une analyse complète de la situation. Donc là, le défenseur des droits a encore émis des recommandations. Il recommande en effet aux entreprises d'accuser réception du signalement qui est fait par le salarié et de lui demander de communiquer si possible tous les éléments qui vont permettre d'appuyer son signalement. Donc ça va être par exemple d'établir un récit chronologique des faits, de donner le nom des éventuels témoins, des copies d'emails, de messages, d'attestations ou encore de comptes rendus de réunion qui peuvent vous permettre d'effectivement établir qu'il y a bien un harcèlement en entreprise. Donc, ce travail de recueil va permettre de faciliter, si besoin, l'ouverture d'une enquête par la suite. Et le recueil du signalement va, d'autre part, vous permettre aussi d'orienter le salarié qui s'estime victime vers des interlocuteurs qui vont pouvoir l'accompagner aussi bien sur le plan psychologique que dans les démarches qu'il peut entreprendre pour faire sanctionner l'auteur du harcèlement. Donc ces interlocuteurs-là, ça va être l'inspection du travail, encore une fois, les membres du CSE, le référent harcèlement sexuel au CSE, enfin voilà, toutes les parties prenantes qui peuvent aider le salarié dans ces situations-là. Ensuite, donc la deuxième étape, donc on va le voir, elle n'est pas forcément obligatoire, tout dépend des cas, mais ça va être de diligenter une enquête. Donc en fait, on pourrait en effet penser que l'enquête interne est obligatoire en présence d'un signalement de harcèlement, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, juste pour vous expliquer, dans un arrêt donc, qui date du 12 juin 2024, la Cour de cassation a estimé que l'enquête interne n'est pas une mesure obligatoire lorsque le salarié invoque une situation de harcèlement moral. À partir du moment où l'employeur prend les mesures suffisantes de nature à faire cesser le harcèlement et à préserver la santé et la sécurité du salarié victime, il ne manque pas à son obligation de sécurité s'il ne met pas en œuvre une enquête interne. Donc, finalement, la Cour de cassation considère l'enquête interne comme une mesure parmi d'autres de faire cesser le harcèlement moral et non comme un élément permettant d'apprécier la responsabilité éventuelle de l'employeur. Et plus récemment d'ailleurs, le défenseur des droits a aussi rappelé donc dans cette fameuse décision cadre du 5 février 2025 qu'une enquête interne ne doit être ouverte par l'employeur que si le signalement nécessite des investigations complémentaires. Si au contraire, l'employeur a une connaissance certaine des faits dès le recueil le recueil qui a été fait suite au signalement du salarié et que l'enquête n'apporterait rien de plus, dans ce cas-là, l'employeur doit décider quelles mesures de protection doivent être prises et si le comportement signalé justifie l'engagement d'une procédure disciplinaire contre son auteur. En revanche, en matière de harcèlement sexuel, là, l'enquête interne s'avère généralement nécessaire, pour ne pas dire même obligatoire, puisqu'en fait, c'est souvent des cas qui sont complexes et il n'est pas toujours évident de faire la lumière sur les faits qui sont dénoncés, puisque
ça va être parfois difficile d'établir la vérité. Vous pouvez avoir des versions contradictoires entre celle du harceleur et celle du harcelé. Ça peut être aussi des faits de harcèlement qui se sont produits à huis clos, donc il n'y aura pas de témoins. Lorsqu'il y a des témoins, ceux-ci peuvent avoir peur de témoigner parce qu'ils craignent des représailles. Donc, et les preuves peuvent aussi être difficiles pour la victime à établir. Donc là, l'enquête va avoir un réel intérêt. Donc, dans ce cas-là, donc vous ouvrez votre enquête et elle doit être ouverte dans les plus brefs délais. Là, le défenseur des droits recommande que l'enquête soit ouverte dans un délai qui n'excède pas 2 mois à partir du moment où vous avez eu connaissance des faits. Donc, c'est une recommandation. Ça peut être plus, mais voilà, encore une fois, l'objectif est vraiment d'agir le plus rapidement possible. Donc, cette enquête, elle va vous permettre d'établir la réalité des faits qui sont rapportés, leur nature et aussi de mesurer un peu l'ampleur de tout ça. Et sachez aussi que vous devez ouvrir cette enquête interne, même lorsque les faits de harcèlement sont signalés tardivement par le salarié qui est victime de ces agissements-là. Parfois, les salariés mettent du temps à dénoncer des faits de harcèlement parce que voilà, ils ont peur. Et même si voilà, les faits sont dénoncés longtemps après, une enquête peut devoir être ouverte, surtout voilà, en matière de harcèlement sexuel. Il faut savoir aussi que le Code du travail donc, ne prévoit aucune règle s'agissant des modalités de cette enquête interne. Là encore, c'est la jurisprudence qui est venue préciser les contours de l'enquête au fil du temps, mais sachez que vous avez voilà la possibilité d'auditionner la victime, les témoins, l'auteur aussi présumé des faits, ou toute personne qui peut vous apporter des éléments qui vont vous servir à confirmer ou pas les faits signalés. Troisième étape, donc là elle est réservée au harcèlement moral, ça va être d'engager une médiation entre le harceleur et le harcelé. Donc c'est pas obligatoire, mais on va le voir. En matière de harcèlement, donc le Code du travail prévoit que qu'il existe en fait la possibilité de mettre en place une procédure de médiation. Donc cette médiation, elle permet quoi? Elle permet de créer un espace pour clarifier les faits, rétablir le dialogue entre la victime et l'auteur du harcèlement moral et de dégager aussi des solutions qui sont équitables pour les acteurs concernés. Cette mise en œuvre de la procédure de médiation, donc elle peut être faite par toute personne qui s'estime victime de harcèlement moral ou aussi par la personne qui est mise en cause dans cette histoire. Mais sachez que voilà, qu'à partir du moment où l'une des parties demande à mettre en place une procédure de médiation, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de l'organiser. Et vous pouvez aussi, vous, de votre propre initiative, proposer également une médiation aux salariés victimes et aux harceleurs si vous estimez que ça peut aider à débloquer les choses. Le choix du médiateur, c'est les parties qui décident de quel médiateur elles choisissent. Donc ce médiateur-là, il va s'informer sur l'état des relations entre les parties et tenter de les concilier. Donc l'objectif, c'est vraiment que chacune des parties s'exprime librement et fasse part de son ressenti sur la situation. Parfois, la médiation va permettre finalement d'établir que la situation de harcèlement moral n'est pas avérée et que la victime perçoit du harcèlement, alors qu'en fait, il s'agit d'un simple conflit qui est dû à une mauvaise compréhension des choses ou à une interprétation erronée d'une situation. Et d'un autre côté, l'auteur présumé du harcèlement peut aussi se rendre compte que son mode de communication, par exemple, n'est pas adéquat, qui génère du stress ou des tensions chez la victime, sans pour autant être qualifié de harcèlement moral. Donc ça peut débloquer les situations et éviter finalement un contentieux où le harcèlement moral ne sera pas établi. Par contre, sachez que si le harcèlement moral est avéré, donc là, dans ce cas-là, le médiateur va soumettre des propositions aux parties. Donc ces propositions sont consignées par écrit. Évidemment, le but est de mettre fin au harcèlement. À charge pour vous ensuite de prendre les mesures et sanctions qui s'imposent
si nécessaire. Et dans l'hypothèse où la conciliation ne donne rien, parce que parfois la situation est vraiment bloquée, dans ce cas-là, le médiateur va informer les parties à la médiation des sanctions encourues, donc pour le harceleur, et des garanties procédurales qui s'offrent à la victime. Et généralement, et ben après, on va partir sur un contentieux entre le harceleur et la victime. Voilà pour ce qui est de la médiation, du coup, je vous le rappelle, réservée au harcèlement moral. Et donc la quatrième étape, qui est du coup la plus importante, ça va être de sanctionner l'auteur du harcèlement. Donc si les faits de harcèlement effectivement sont constitués, vous allez devoir prononcer une sanction disciplinaire. Donc je vous le rappelle, cette sanction disciplinaire, elle doit être proportionnée à la gravité du harcèlement subi par la victime. Donc elle doit permettre aussi de mettre un terme au harcèlement. Donc, généralement, vous allez pouvoir opter soit pour une mutation disciplinaire, soit pour une mise à pied disciplinaire et, dans les cas les plus graves, pour un licenciement pour faute. Et je vous le rappelle, vous avez 2 mois pour sanctionner le salarié fautif à partir de la date à laquelle vous avez eu connaissance des faits reprochés. Sauf si cette faute a donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales. Merci beaucoup Alexandra, c'est très précis. On a eu beaucoup de questions sur cette partie. Il y a des questions qui sont très, j'allais dire personnelles en tout cas, qui affectent de votre entreprise. Je vous conseille d'utiliser le petit bouton pour poser votre question directement à un juriste. Et un de nos juristes vous rappellera pour y répondre, vous apporter des éléments d'éclaircissement. Marine va vous mettre aussi le lien si jamais vous avez besoin. Sur cette question-là et avant de passer à la dernière partie, on a un petit vrai-faux encore. Tac, tac. Dans l'attente d'un licenciement pour faute, est-ce que l'employeur a le droit d'écarter le salarié harceleur de l'entreprise? Je vais vous laisser quelques secondes, une petite minute pour répondre. Il y a eu vraiment beaucoup de questions sur cette partie, donc n'hésitez pas à les poser. Comme il est déjà 14h56, qu'on a encore une partie à voir, je ne sais pas si Alexandra pourra répondre aux questions aujourd'hui. Alors, je vais fermer le sondage, ça nous fera déjà gagner un peu de temps. Donc, fermez les votes. Vous voyez les résultats qui s'affichent. 93% de oui. Et oui, oui, c'est vrai. Vous avez en effet la possibilité, donc si besoin, d'éloigner l'auteur du harcèlement, donc en utilisant une mise à pied conservatoire. Et d'ailleurs, je tiens même à préciser qu'en cas de harcèlement sexuel, c'est même pas une possibilité, on parle vraiment d'une nécessité. Mais bon, voilà, d'une manière générale, à partir du moment où le maintien du salarié harceleur dans l'entreprise représente un danger pour la sécurité et la santé du salarié victime, vous devez éloigner le harceleur de la victime pour ne pas manquer à votre obligation de sécurité. Et donc, la mise à pied conservatoire vous permet justement d'éloigner le harceleur de l'entreprise en attendant qu'une sanction soit prononcée, donc généralement un licenciement pour faute. Parce que je vous le rappelle, voilà, cette mise à pied conservatoire, ce n'est pas une sanction, c'est une mesure d'attente en attendant une sanction prononcée. Très clair, merci beaucoup. La dernière partie concerne la responsabilité de l'employeur. Justement, est-ce que la responsabilité de l'employeur est automatiquement engagée en cas de harcèlement? Alors, non. Alors, la responsabilité de l'employeur n'est plus automatiquement engagée. Il faut savoir qu'en matière de harcèlement, donc moral ou sexuel, peu importe, vous avez une obligation de sécurité et non plus une obligation de sécurité de résultat. Donc, dès lors que vous êtes en mesure de justifier que vous avez en amont pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, et que, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement, vous avez pris les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation, dans ce cas-là, votre responsabilité peut être écartée. Vous ne pouvez pas être condamné à verser des dommages et intérêts dans la mesure où vous avez fait tout votre possible pour prévenir et faire cesser la situation de harcèlement.
Par contre, si effectivement vous n'avez pas pris les mesures adéquates pour prévenir et faire cesser ces agissements-là, votre responsabilité civile, voire pénale, peut être engagée, et ce, même si vous n'êtes pas l'auteur des faits, mais parce que vous aurez manqué à votre obligation de sécurité. Oui, oui, tout à fait. Tu le disais tout à l'heure, hein, c'est une obligation qui est très importante pour l'ensemble des dirigeants d'entreprise. On passe au dernier petit sondage, si vous voulez bien. Après, on pourra prendre peut-être 1 ou 2 questions parce que je sais que c'est 1 heure de webconférence, c'est un peu long. Alexandra, tu me diras si tu es OK. La dernière question, donc, c'est sur la responsabilité de l'employeur, hein, dans la partie peut être engagé alors même que l'employeur a licencié le harceleur. Donc les votes sont lancés. Tac. Bon, il y a une grosse majorité pour le oui. Je vais fermer les votes. Alors, du coup, la responsabilité de l'employeur peut être engagée alors même qu'il a licencié le harceleur. La réponse serait vraie, Oui. Alexandra? Oui, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Le licenciement du salarié harceleur n'empêche pas le salarié victime d'engager la responsabilité de l'employeur si ce dernier n'a pas pris en amont les mesures de prévention nécessaires. Et ça, même s'il a bien fait cesser la situation de harcèlement en licenciant le harceleur, pardon. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Alexandra. On est allé peut-être un peu plus vite sur la dernière partie, hein, il est déjà 15h. C'est un sujet, on se le disait avec Alexandra en me préparant, c'est un sujet qui est passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à mettre en place au sein des entreprises. Donc je vous remets le petit lien si jamais vous avez des questions pendant la webconférence. Donc là, tout de suite, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, il y en a vraiment beaucoup. N'hésitez pas à poser votre question. Ceux qui connaissent Kevin, qui suivent souvent nos webconférences ou qui sont déjà abonnés, bah voilà, ce sera Kevin ou quelqu'un de l'équipe qui répondra. Juste avant de prendre peut-être 1 ou 2 questions, Alexandra, tu me diras, je voulais vous parler des 2 Oui. prochaines webconférences qui vont avoir lieu. Donc la prochaine, c'est le 10 avril sur la gestion des congés payés, hein, c'est aussi avec Alexandra. C'est le 10 avril à 14h et le 24 avril, on aura une webconférence sur l'embauche d'un salarié étranger, notamment sur les fondamentaux à connaître. Alors si tu veux bien, on va revenir au début de la webconférence pour les questions qui ont été posées en début. Donc il y avait Irina qui nous demandait comment faire la différence entre une remarque professionnelle qui est négative et un harcèlement. Là, du coup, il va falloir. Alors, si on part du principe qu'il y a un potentiel contentieux qui se joue, là, le juge va vraiment prendre tous les éléments en compte et va se référer déjà en premier lieu à la définition même du harcèlement. Donc là, je crois c'est un harcèlement moral, hein, c'est ça? Oui, c'était sur la partie Ouais. voilà. Voilà, donc après voilà, il faut voir le contexte dans lequel ces remarques ont été faites. C'est toujours assez compliqué comme ça d'établir si oui ou non il y a un harcèlement, mais après pour différencier une simple remarque, il faut voir aussi si cette remarque-là a un impact vraiment, comment dire, très préjudiciable pour la victime. Il faut aussi voir, chaque salarié ne prend pas une remarque de la même manière qu'un autre. Et oui. Tout dépend de la sensibilité aussi de ce salarié-là. Donc c'est vraiment un ensemble à prendre en compte et une simple remarque d'un manager ne peut pas constituer un harcèlement moral. Il faut qu'il y ait d'autres choses à côté qui permettent d'établir le harcèlement. Oui, Donc ça c'est pas suffira que pas. des remarques négatives, quoi. Non, il faudra qu'il y ait autre chose, ça ne suffira pas. Après, si en effet ces remarques-là sont répétées, incessantes et vraiment voilà que ça a un impact négatif sur la santé du salarié, là par contre, effectivement, il faudra voir. Mais voilà, après, pour différencier une simple remarque d'un harcèlement moral, il faut vraiment prendre tout le contexte dans son ensemble. Ouais.
Une dernière question ou c'est bon, on arrête là, Alexandra? C'est toi qui décides, ça On fait peut 1 en heure que prendre tu une. expliques. Allez, la dernière, c'est Fanny qui nous demande: «Dans le cas d'une mise à pied à titre conservatoire et après enquête, il se révèle que le harceleur n'est pas harceleur. Doit-on payer la période de mise à pied?» Alors, ouais, si c'est le cas là, si finalement le harceleur n'est pas harceleur, oui, il faudra payer, cette période de mise à pied conservatoire, parce que du coup, au final, la sanction, n'était pas justifiée dans ce cas-là. Donc là, oui, il faudra rémunérer, le temps pendant lequel il a été, suspendu. D'accord. Merci beaucoup Alexandra. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire instructif, qui vous a apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas, à vous inscrire pour recevoir le replay si jamais vous voulez le revoir. N'hésitez pas à vous inscrire également pour les prochaines webconférences. Merci beaucoup Alexandra. 1 heure de webconférence, c'est Mais difficile, merci à mais tous. c'était très clair, donc merci beaucoup et Ouais, merci puis, à vous tous. à bientôt, Merci Elodie. et à bientôt. Au revoir. Au revoir.